23 janvier 1795. Au nord d'Amsterdam, près du Helder, des hussards français galopent sur la mer gelée. Leurs sabres brillent sous le soleil d'hiver, tandis qu'ils foncent vers une flotte de guerre hollandaise prisonnière des glaces. Cette scène paraît sortie d'un roman d'aventure, pourtant elle s'est réellement produite. Une charge de cavalerie a capturé 14 navires de guerre sans tirer un seul coup de feu. Cet événement unique dans l'histoire militaire mondiale mérite qu'on raconte comment une série de circonstances exceptionnelles a permis l'impossible. En 1794, la France révolutionnaire combat sur tous les fronts contre la première coalition européenne. L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, l'Espagne et les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, se sont alliés pour écraser la République française. Les armées françaises, malgré leurs effectifs importants et leur motivation révolutionnaire, doivent affronter des ennemis expérimentés et bien équipés. Le général Jean-Charles Pichegru commande l'armée du Nord. Cet ancien professeur de mathématiques devenu militaire a gravi les échelons à une vitesse vertigineuse grâce à ses talents stratégiques. Né dans une famille paysanne en 1761 à Arbois, il n'aurait jamais pu devenir général sous l'Ancien Régime. La Révolution lui a ouvert les portes de la gloire militaire. Pichegru lance une offensive majeure à l'automne 1794. Ses troupes traversent la Meuse le 18 octobre et envahissent les Provinces-Unies. Les soldats français progressent rapidement malgré le froid qui commence à s'installer. Les armées britanniques et hollandaises reculent devant la pression française. La ville de Nimègue tombe, puis les Français continuent leur avance vers le nord. Le 27 décembre, 2 brigades franchissent la Meuse gelée et prennent d'assaut le Bommelerwaard. Le gel intense transforme les rivières en routes solides pour l'infanterie et l'artillerie. Le 10 janvier 1795, l'armée de Pichegru traverse le Waal gelé entre Zaltbommel et Nimègue. Les défenseurs hollandais et britanniques se replient progressivement, incapables de tenir leur position face à l'offensive française. L'hiver 1794 à 1795 compte parmi les plus rigoureux jamais enregistrés en Europe. Les températures chutent brutalement dès la fin novembre. En Angleterre, janvier 1795 devient le mois le plus froid jamais mesuré dans la série des températures du centre du pays, avec une moyenne de moins 3,1 degrés Celsius. Les grandes rivières britanniques gèlent complètement. Les routes deviennent impraticables à cause de la neige. Aux Pays-Bas, le froid est tout aussi intense. La mer du Nord elle-même gèle le long des côtes. Le Zuiderzee, cette vaste baie peu profonde au nord d'Amsterdam, se transforme en une immense patinoire. La glace atteint une épaisseur suffisante pour supporter le poids d'un homme, puis d'un cheval, puis même de canons. Ce froid extrême provoque des souffrances terribles dans toute l'Europe. Les récoltes de l'été précédent ont déjà été médiocres. Le gel détruit les dernières réserves de nourriture. Le prix du pain explose. Des émeutes éclatent au printemps suivant dans plusieurs pays. Mais ce même froid qui affame les populations va permettre un exploit militaire sans précédent. Le 19 janvier 1795, les troupes françaises entrent dans Amsterdam. La capitale des Provinces-Unies capitule sans grande résistance. Les républicains hollandais, appelés patriotes, accueillent même les Français en libérateurs. Ils en ont assez du stadhouder Guillaume V d'Orange-Nassau, qu'ils accusent de gouverner comme un tyran et d'avoir sacrifié les intérêts des Pays-Bas en s'alliant à l'Angleterre. Pichegru établit son quartier général à Amsterdam. Ses soldats ont besoin de repos après cette campagne d'hiver épuisante. Beaucoup manquent de vêtements appropriés. Les chaussures sont usées. Les uniformes tombent en lambeaux. Le général prévoit de laisser ses troupes se refaire pendant quelques semaines avant de reprendre les opérations militaires. Mais Pichegru reçoit alors un renseignement de première importance. Une flotte hollandaise stationne au Helder, un port situé à environ 80 km au nord d'Amsterdam, à l'extrémité de la péninsule de Hollande septentrionale. Cette flotte comprend 14 navires de guerre, dont 5 vaisseaux de ligne, 3 frégates et 6 corvettes, armés au total de 850 canons. Plusieurs bâtiments marchands l'accompagnent. La situation devient critique pour ces navires. Ils avaient quitté leur port en prévision d'un voyage vers l'Angleterre, mais le gel intense les a piégés.
La mer autour d'eux s'est solidifiée progressivement, les emprisonnant complètement dans la glace. Ils ne peuvent plus ni naviguer ni se défendre efficacement. Leurs équipages sont bloqués à bord, incapables de fuir ou de recevoir des renforts. Pichegru comprend immédiatement l'opportunité qui se présente. Cette flotte représente une valeur militaire considérable. Si les Britanniques parviennent à la récupérer quand la glace fondra au printemps, elle renforcera la marine anglaise. Si elle rejoint la France, elle compensera en partie les pertes navales françaises. Et surtout, capturer cette flotte priverait l'ennemi d'un atout majeur. Le général sait qu'il doit agir vite. Dès que le dégel commencera, les navires pourront s'échapper. Les Britanniques pourraient aussi envoyer des troupes terrestres pour les protéger. Chaque jour compte. Pichegru décide donc de lancer une expédition immédiate vers le Helder. Pour commander cette mission délicate, Pichegru choisit le général de brigade Jean-Guillaume de Winter. Ce choix n'a rien de hasard. De Winter est néerlandais, né à Kampen dans les Provinces-Unies. Il a rejoint l'armée française en 1787 après s'être engagé dans le mouvement des patriotes hollandais. Son parcours présente une particularité unique. Avant de devenir officier de l'armée de terre, il a reçu une formation navale complète. De Winter connaît les navires, leurs équipages, leurs procédures. Il comprend comment fonctionnent les marines de guerre. Personne n'est mieux qualifié que lui pour cette opération. De Winter a 40 ans en janvier 1795. Il mesure près d'1,90 m, une taille imposante pour l'époque. Son expérience militaire est considérable. Il a combattu aux côtés des Français pendant toute la campagne de Belgique et de Hollande. Les soldats le respectent pour son courage et sa compétence. De Winter rassemble rapidement ses forces. Il dispose du 8e régiment de hussards, une unité de cavalerie légère réputée pour sa mobilité et son audace. Les hussards portent des uniformes distinctifs, pelisse verte ornée de tresses blanches, pantalons de cavalerie de diverses couleurs, souvent rapiécés après des mois de campagne. Leurs montures sont maigres mais résistantes, habituées aux longues marches. Le 8e hussard compte environ une centaine d'hommes disponibles pour l'opération. Ce nombre paraît dérisoire face à 14 navires de guerre et leurs équipages complets. Mais De Winter sait que la surprise et l'audace peuvent compenser l'infériorité numérique. Pour renforcer ses forces, De Winter emmène également le 3e bataillon de chasseurs tirailleurs belges, commandé par le lieutenant-colonel Louis-Joseph Lahure. Lahure, né à Mons en 1767, a rejoint les troupes révolutionnaires belges en 1787. Quand les Autrichiens ont écrasé la révolution brabançonne en 1790, il s'est réfugié en France et a continué à se battre dans l'armée française. Lahure s'est distingué dans de nombreux combats. Il a participé aux batailles de Courtrai, Tourcoing, Roulers. Il a pris 300 prisonniers à Deins. Il est entré parmi les premiers dans Utrecht, Amsterdam et Haarlem. C'est un officier expérimenté, habitué aux coups de main audacieux. De Winter peut compter sur lui pour exécuter un plan aussi inhabituel. Les fantassins manquent d'os de moyens de transport. Tous les chevaux disponibles servent déjà à la cavalerie ou à l'artillerie. De Winter trouve une solution pratique. Chaque hussard prendra un fantassin en croupe. Les chevaux devront porter un poids double, mais la distance à parcourir reste raisonnable. Les fantassins apporteront leur puissance de feu et leur capacité à monter à l'abordage des navires une fois sur place. Une compagnie du 8e régiment d'artillerie légère accompagne l'expédition. Les artilleurs amènent quelques pièces de campagne au cas où une résistance sérieuse se manifesterait. Mais personne ne sait vraiment ce qui les attend au Helder. L'expédition quitte Amsterdam le 20 janvier. Les soldats progressent vers le nord dans un paysage transformé par le gel. La neige recouvre les champs et les routes. Le vent glacial du nord souffle sans relâche. Les hommes ont froid malgré leurs manteaux et leurs couvertures. Beaucoup ont enveloppé leurs pieds dans des chiffons pour protéger leurs orteils du gel. Le 21 janvier, la troupe arrive à Haarlem et s'en empare sans difficulté. Les défenseurs hollandais ont déjà fui ou se sont rendus. De Winter ne s'attarde pas. Il continue vers le nord, laissant une petite garnison à Haarlem. Le 22 janvier, l'expédition atteint Alkmaar, à environ 30 km du Helder. De Winter envoie des éclaireurs en reconnaissance. Ils reviennent avec des nouvelles encourageantes. La flotte hollandaise est bien là, complètement prise dans les glaces.
Les navires sont inclinés sur le flanc, figés dans des positions étranges par le gel. Les équipages semblent démoralisés et peu préparés à repousser une attaque terrestre. Le général décide d'attaquer pendant la nuit suivante. L'obscurité masquera l'approche de ses forces. Les marins ne verront pas venir les hussards avant qu'il ne soit trop tard. De Winter ordonne à ses hommes de se reposer pendant quelques heures, de vérifier leurs armes et de se préparer mentalement à une opération qui n'a jamais été tentée auparavant dans l'histoire militaire. La nuit tombe tôt en janvier dans le nord de l'Europe. Vers 16 heures, l'obscurité est déjà presque complète. Un vent glacial souffle depuis la mer du Nord. La température descend largement en dessous de zéro. Les soldats français se rassemblent dans le noir, essayant de rester silencieux. Les hussards commencent les préparatifs finaux. Ils enveloppent les sabots de leurs chevaux dans des morceaux de tissu. Cette précaution sert deux objectifs. Éviter que les chevaux ne glissent sur la glace et, plus important encore, étouffer le bruit de leur approche. Sur la glace, dans le silence de la nuit d'hiver, le martèlement des sabots ferrés porterait sur des kilomètres et alerterait les équipages. Les fantassins du 3e bataillon de tirailleurs belges montent en croupe derrière les cavaliers. Chaque hussard sent le poids supplémentaire de son passager, mais les chevaux tiennent bon. Les hommes ont froid, ils sont nerveux. Mais la perspective de réaliser un exploit historique les galvanise. Lahure prend la tête de la colonne avec les hussards. De Winter supervise l'ensemble de l'opération. La troupe se met en marche vers le nord, avançant prudemment dans l'obscurité. Le paysage est fantomatique. La neige réfléchit la faible lumière des étoiles. Les dunes de sable bordant le canal de Mars-Dieppe se découpent comme des ombres noires sur le ciel nocturne. Après plusieurs heures de progression, les éclaireurs signalent qu'ils approchent du Helder. La colonne s'arrête derrière les dunes. Les hommes descendent de cheval et avancent en rampant jusqu'au sommet des dunes pour observer les navires. Le spectacle est extraordinaire. La mer gelée s'étend à perte de vue, transformée en une immense plaine blanche. Au milieu de cette étendue glacée se dressent les navires hollandais, figés dans des angles impossibles. Certains penchent dangereusement sur tribord, d'autres sur bâbord. La glace s'est formée progressivement autour de leurs coques, les emprisonnant comme dans un piège. Les vaisseaux de ligne sont impressionnants, même ainsi paralysés. Leurs 3 mâts se dressent vers le ciel étoilé. Leurs canons, visibles sur les ponts supérieurs, pointent dans toutes les directions. Sur les plus gros navires, on distingue les sculptures ornant les proues, les pavillons gelés qui pendent mollement dans l'air glacial. Les frégates et les corvettes entourent les vaisseaux de ligne. Les bâtiments marchands sont un peu à l'écart. Au total, la flotte représente une force navale considérable. En temps normal, ces navires pourraient anéantir n'importe quelle force terrestre qui tenterait de les attaquer depuis la côte. Leurs 850 canons réduiraient en miettes une armée entière. Mais les circonstances ne sont pas normales. L'inclinaison des navires a rendu leurs canons inutilisables. Les pièces d'artillerie, fixées sur leurs affûts, pointent maintenant soit trop haut dans le ciel, soit trop bas vers la glace. Elles ne peuvent pas être réorientées pour tirer sur des cibles à hauteur du niveau de la mer. Les navires, si redoutables en mer, sont devenus des forteresses impuissantes. Les Français aperçoivent quelques lumières à bord des navires. Les équipages sont présents, mais ils ne semblent pas s'attendre à une attaque. Pourquoi le feraient-ils ? Qui attaquerait une flotte en pleine mer ? Les marins hollandais pensent probablement à la fonte des glaces qui arrivera dans quelques semaines, leur permettant de reprendre la mer. De Winter attend l'aube. Attaquer en pleine nuit serait trop risqué. Les chevaux pourraient tomber dans des crevasses invisibles dans la glace. Les soldats pourraient se perdre dans l'obscurité. Non, mieux vaut attendre les premières lueurs du jour, quand la visibilité sera suffisante, mais que les équipages seront encore endormis. Vers 6 heures du matin, le ciel commence à s'éclaircir à l'est. C'est le moment. Lahure fait signe à ses hussards de monter en selle. Les fantassins grimpent en croupe. Les chevaux hennissent doucement, leur souffle formant de la vapeur dans l'air glacé. La colonne s'ébranle. Les hussards descendent des dunes et s'avancent sur la glace. Le bruit des sabots enveloppés dans le tissu reste discret, un chuchotement plutôt qu'un martèlement.
Les chevaux avancent prudemment, testant la solidité de la glace à chaque pas. Leurs cavaliers les guident avec précaution, attentifs au moindre craquement suspect. La distance entre la côte et les navires représente environ 1 kilomètre. Pour les hussards habitués à charger au galop sur un champ de bataille, c'est une promenade. Mais sur la glace, avec un fantassin en croupe, la progression est plus lente. Les chevaux avancent au trot, maintenant une allure régulière. À bord des navires, les premières sentinelles aperçoivent des formes qui bougent sur la glace. Dans la lumière grise de l'aube, elles ont du mal à distinguer ce qu'elles voient. Des chevaux? Sur la mer? C'est impossible. Les sentinelles se frottent les yeux, pensant avoir une hallucination causée par le froid et le manque de sommeil. Mais les formes se rapprochent. Bientôt, il n'y a plus de doute possible. Une troupe de cavalerie charge vers la flotte. Les sentinelles donnent l'alarme. Des cris retentissent à bord des navires. Les marins se précipitent sur le pont, encore à moitié endormis, essayant de comprendre ce qui se passe. Les hussards arrivent au pied des navires. Les fantassins sautent des croupes et commencent à escalader les coques gelées. La glace qui s'est accumulée contre les flancs des navires forme des rampes naturelles. Les soldats grimpent avec leurs armes, le sabre entre les dents. Les marins hollandais regardent cette scène incroyable avec stupéfaction. Ils n'ont aucune expérience du combat terrestre. Leur entraînement les a préparés aux batailles navales, aux abordages en mer, aux duels d'artillerie entre navires. Mais se défendre contre une charge de cavalerie sur la glace, personne ne leur a jamais appris ça. Certains marins tentent de résister. Ils brandissent des sabres d'abordage, des mousquets. Mais la surprise est totale. Les Français sont déjà à bord des premiers navires avant que les défenseurs puissent organiser une résistance cohérente. Les tirailleurs belges, entraînés au combat rapproché, maîtrisent rapidement les opposants. Sur le vaisseau amiral, l'amiral Jan Hendrik van Kinsbergen observe la situation. C'est un marin expérimenté, âgé de 66 ans, qui a servi dans plusieurs marines européennes au cours de sa longue carrière. Il comprend immédiatement que la résistance serait inutile et meurtrière. Les navires ne peuvent pas tirer leurs canons. Les équipages sont démoralisés par des semaines d'attente dans le froid. Les Français semblent être en nombre important, bien que Kinsbergen ne puisse pas évaluer précisément leurs effectifs. Et surtout, des renforts français pourraient arriver rapidement depuis la côte toute proche. De Winter et Lahure montent à bord du vaisseau amiral. Ils demandent à voir le commandant de la flotte. Van Kinsbergen les reçoit dans sa cabine. Le général français néerlandais et l'amiral hollandais se font face. Ils parlent tous deux le néerlandais, ce qui facilite la discussion. De Winter demande la reddition de la flotte. Il explique que toute résistance est inutile. Van Kinsbergen hésite. Rendre sa flotte sans combattre? C'est une honte pour un officier de marine. Mais continuer signifierait des morts inutiles. Ces hommes n'ont aucune chance contre une troupe terrestre qui les a déjà envahis. Après quelques heures de négociations, Van Kinsbergen accepte de rendre la flotte. Les pourparlers se déroulent autour d'un repas. L'amiral hollandais fait servir ce qu'il a de meilleur à bord. De Winter et Lahure acceptent cette hospitalité. Dans les guerres du XVIIIe siècle, les officiers maintiennent certaines formes de courtoisie même avec leurs ennemis. Le 23 janvier 1795 au matin, la flotte hollandaise se rend officiellement aux Français. Les pavillons hollandais sont amenés, les drapeaux tricolores français sont hissés, les marins déposent les armes. Aucun coup de feu n'a été tiré. Aucun soldat français n'a été blessé. La capture est totale et sans effusion de sang. Les Français ont capturé 5 vaisseaux de ligne, 3 frégates, 6 corvettes et plusieurs bâtiments marchands. L'artillerie embarquée compte 850 canons de divers calibres. Les cales des navires contiennent des provisions, des munitions, des cordages, des voiles de rechange. Dans les navires marchands, les Français découvrent des marchandises diverses destinées à l'Angleterre. Certaines sources mentionnent également la découverte de ballots d'assignats, probablement faux, que les Britanniques comptaient introduire en France pour déstabiliser l'économie. Ces faux billets, s'ils avaient circulé, auraient contribué à l'inflation et à la dépréciation de la monnaie révolutionnaire. Un navire britannique se trouve également parmi les bâtiments capturés. Quand son capitaine voit les Français arriver, il tente une manœuvre désespérée. Son équipage commence à découper la glace autour de la coque,
essayant de se frayer un chenal pour s'échapper. Mais un détachement de hussards galope vers le navire et coupe sa route de retraite. Les Britanniques doivent se rendre comme les autres. La valeur totale de cette prise dépasse plusieurs millions de livres de l'époque. Pour la République française, constamment à court d'argent et de ressources militaires, c'est un cadeau inespéré. Les navires seront incorporés dans la marine française dès que la glace fondra. Les canons renforceront l'artillerie française. Les provisions nourriront les troupes. La nouvelle de cette capture extraordinaire se répand rapidement. À Paris, le comité de salut public accueille l'information avec enthousiasme. Voilà un succès militaire spectaculaire qui prouve la supériorité des armées révolutionnaires. La propagande française transforme immédiatement l'événement en légende. Les journaux parisiens publient des récits exagérés de la bataille. Certains prétendent que les hussards ont chargé au galop sur plusieurs kilomètres, que les marins hollandais ont tenté de résister héroïquement mais ont été submergés, que des combats féroces ont eu lieu sur les ponts gelés. La réalité, moins dramatique mais tout aussi remarquable, suffit amplement à faire de cette capture un événement unique. Les gravures populaires représentent la scène avec beaucoup de liberté artistique. Les artistes dessinent des hussards sautant leurs chevaux par-dessus les bastingages, des fantassins escaladant les mâts, des canons tirant dans toutes les directions. Ces images, largement diffusées, ancrent la légende dans l'imaginaire collectif. En Hollande, la réaction est plus nuancée. Les patriotes hollandais, favorables à la France, célèbrent la fin de la domination du stadhouder Guillaume V. L'ancienne République des Provinces-Unies disparaît. Le 3 février 1795, la République batave est proclamée, étroitement alliée à la France. Guillaume V fuit en Angleterre où il restera jusqu'à sa mort. Les Britanniques sont furieux. Non seulement ils perdent leur principal allié continental aux Pays-Bas, mais une flotte entière qui aurait pu renforcer la Royal Navy tombe aux mains des Français. L'Angleterre doit évacuer ses dernières troupes du continent et revoir sa stratégie face à la France. Jean-Charles Pichegru connaît l'apogée de sa carrière militaire après la conquête de la Hollande. Il traverse le Rhin en force et prend Mannheim en mai 1795. Mais sa gloire sera de courte durée. Pichegru a secrètement basculé vers les royalistes. Il négocie avec les Autrichiens en 1795, leur livrant des plans militaires français et sabotant délibérément les opérations. Ces trahisons sont finalement découvertes. Le Directoire l'oblige à démissionner en octobre 1795. Élu au Conseil des 500 en 1797, il devient président de cette assemblée. Mais lors du coup d'État du 18 Fructidor, il est arrêté et déporté en Guyane. Il s'évade un an plus tard et se réfugie à Londres. En 1803, Pichegru rentre secrètement en France pour participer à un complot visant à renverser Bonaparte et restaurer la monarchie. Arrêté en février 1804, il est retrouvé mort dans sa cellule le 6 avril, étranglé avec un foulard noué en tourniquet. Le gouvernement affirme qu'il s'est suicidé, mais beaucoup soupçonnent un assassinat. Jean-Guillaume de Winter connaît un destin moins tragique mais tout aussi mouvementé. Il reste au service de la République batave et commande la flotte hollandaise lors de la bataille de Camperduin en octobre 1797. Les Britanniques remportent cette bataille navale, capturent de Winter et détruisent une grande partie de la flotte hollandaise. Échangé contre des prisonniers britanniques, de Winter reprend du service mais prend sa retraite en 1806. Il meurt à Paris en 1812. Louis-Joseph Lahure poursuit une brillante carrière militaire. Promu chef de brigade, il combat en Allemagne et en Italie. À la bataille de la Trebia, en juin 1799, un boulet de canon lui fracasse la jambe gauche. Fait prisonnier par les Russes, il est échangé et promu général de brigade par MacDonald. Sous l'Empire, Lahure sert dans l'administration militaire plutôt que sur le champ de bataille. Il devient député, commandeur de la Légion d'honneur, baron d'Empire. En 1814, quand Napoléon abdique, Lahure reste fidèle à la France mais refuse de servir les Bourbons avec zèle. Pendant les 100 jours, il reprend du service pour Napoléon. Après Waterloo, il se retire dans son château de Wavrechain-sous-Folle, où il étudie la culture de la betterave. Il meurt en 1853 à l'âge de 85 ans. Son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe de Paris. Dans toute l'histoire militaire mondiale,
aucun autre événement similaire n'a jamais été enregistré. Des flottes ont été capturées au combat naval, des navires ont été pris à l'abordage, des ports ont été attaqués par des forces terrestres. Mais qu'une charge de cavalerie sur la mer gelée capture une flotte entière reste sans équivalent. Plusieurs facteurs exceptionnels ont dû se combiner pour rendre possible cet exploit. D'abord, l'hiver d'une rigueur extrême qui a gelé la mer sur une épaisseur suffisante pour supporter des chevaux. Ce phénomène est rare même dans le climat du nord de l'Europe. La mer du Nord gèle rarement aussi solidement le long des côtes hollandaises. Ensuite, la présence d'une flotte importante exactement au mauvais endroit au mauvais moment. Si les navires hollandais étaient partis quelques semaines plus tôt, ils auraient atteint l'Angleterre avant que la mer ne gèle. Si le gel les avait surpris en pleine mer, ils auraient coulé. Mais ils se trouvaient près de la côte, dans des eaux peu profondes, ce qui a permis à la glace de les immobiliser sans les détruire. Troisièmement, l'audace des commandants français. Une opération militaire conventionnelle aurait consisté à attendre le dégel, puis à envoyer des navires français attaquer la flotte hollandaise. Mais De Winter et La Hure ont compris qu'ils pouvaient exploiter la situation inhabituelle. Leur imagination tactique a transformé une curiosité météorologique en opportunité militaire. Enfin, la chance pure a joué son rôle. La glace aurait pu céder sous le poids des chevaux. Les marins hollandais auraient pu organiser une résistance efficace. Des renforts britanniques auraient pu arriver au bon moment. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Tous les éléments se sont alignés pour permettre l'impossible. Au fil des décennies, l'histoire de la capture de la flotte hollandaise s'est enrichie de détails apocryphes. Certains récits prétendent que les hussards ont chargé au galop sur des kilomètres, que des combats sanglants ont opposé cavaliers et marins, que la glace a craqué sous les chevaux créant un danger mortel. La cantinière surnommée Mère Catherine, qui accompagnait les troupes françaises, a laissé un témoignage coloré de l'événement. Selon elle, elle avait apporté un tonneau de genièvre que les soldats ont vidé avant l'attaque pour se réchauffer. Ce détail, vrai ou faux, montre comment les témoins oculaires ont embelli les faits avec le temps. La réalité historique, telle qu'elle ressort des documents militaires officiels et des témoignages contemporains, est la suivante. 100 à 150 cavaliers et fantassins français ont traversé environ 1 kilomètre de mer gelée au petit matin du 23 janvier 1795. Ils ont pris par surprise les équipages de 14 navires de guerre hollandais immobilisés par les glaces. Après quelques heures de négociations, l'amiral Van Kinsbergen a rendu sa flotte sans combat significatif. Cette version est moins spectaculaire que les récits légendaires, mais elle reste remarquable. Aucune exagération n'est nécessaire pour faire de cet événement quelque chose d'extraordinaire. La simple réalité suffit amplement. Les historiens militaires ont longtemps étudié cette opération pour comprendre les leçons qu'elle contient. Premièrement, elle démontre l'importance de l'adaptabilité tactique. Les règles militaires traditionnelles dictent que la cavalerie combat sur terre et que les flottes se battent en mer. De Winter et La Hure ont ignoré ces conventions et ont imaginé une solution novatrice. Deuxièmement, l'opération illustre la valeur du renseignement. Si Pichegru n'avait pas reçu l'information sur la présence de la flotte au Helder, ou s'il ne l'avait pas jugée fiable, l'opportunité aurait été manquée. Les armées modernes consacrent des ressources considérables à la collecte de renseignements précisément parce que l'information peut créer des opportunités tactiques décisives. Troisièmement, le choix du bon commandant pour la mission s'est révélé crucial. De Winter, avec sa formation navale et sa connaissance du terrain hollandais, était la personne idéale. Un général français ordinaire aurait peut-être hésité ou mal évalué la situation. Le choix de La Hure pour diriger l'assaut s'est également avéré judicieux. Son expérience des coups de main audacieux lui a permis d'exécuter l'opération avec précision. Quatrièmement, la rapidité d'exécution a été déterminante. Pichegru a décidé d'agir immédiatement après avoir reçu l'information. De Winter a organisé l'expédition en 2 jours seulement. La Hure a lancé l'assaut dès que les conditions étaient favorables. Cette rapidité n'a laissé aucun temps aux Britanniques pour organiser une défense ou une évacuation de la flotte. La capture de la flotte hollandaise survient à un moment charnière de la Révolution française. En janvier 1795, la terreur est terminée.
Robespierre a été guillotiné en juillet 1794. Le Directoire, qui gouvernera la France jusqu'au coup d'État de Bonaparte en 1799, n'est pas encore en place mais se profile à l'horizon. Sur les champs de bataille, les armées françaises remportent des victoires sur tous les fronts. En Espagne, les Français ont franchi les Pyrénées et occupent plusieurs provinces. En Italie, ils s'apprêtent à lancer des offensives majeures. Sur le Rhin, ils repoussent les Autrichiens. Les guerres de la Révolution, qui ont commencé si mal en 1792, tournent désormais à l'avantage de la France. Cette série de succès militaires s'explique par plusieurs facteurs. Les effectifs massifs levés par la levée en masse donnent à la France un avantage numérique. L'enthousiasme révolutionnaire motive les soldats. Les nouveaux officiers promus au mérite plutôt qu'à la naissance se révèlent plus compétents que les aristocrates de l'Ancien Régime. Les tactiques innovantes, comme les colonnes d'assaut et les tirailleurs, surprennent les armées ennemies habituées aux méthodes traditionnelles. Mais les victoires françaises créent aussi des problèmes. Les pays conquis doivent être occupés et administrés. Les populations locales ne sont pas toujours favorables aux Français. En Belgique, en Rhénanie, en Italie, des révoltes éclatent contre l'occupation. Les armées françaises doivent maintenir des garnisons importantes dans les territoires conquis, ce qui disperse leurs forces. La France révolutionnaire se trouve dans une position paradoxale. Elle remporte des victoires militaires spectaculaires, mais son économie est en ruine. L'inflation galope. Les assignats perdent leur valeur. Les réquisitions militaires épuisent les campagnes. Les guerres coûtent des fortunes. Le gouvernement doit constamment trouver de nouveaux moyens de financer les armées. C'est pourquoi la capture de la flotte hollandaise représente bien plus qu'un simple exploit militaire. Elle apporte des ressources matérielles précieuses à une République française constamment à court d'argent. Les navires, les canons, les provisions, tout cela soulage temporairement la pression financière. La capture de la flotte hollandaise affecte profondément l'équilibre des forces navales en Europe. Avant janvier 1795, la marine hollandaise constituait un allié important pour la Grande-Bretagne. Les Provinces-Unies disposaient d'une longue tradition maritime et leurs navires étaient réputés pour leur qualité. Après la capture, ces navires rejoignent la marine française. Sur le papier, cela représente un renforcement significatif. En pratique, l'impact est plus limité. La marine française manque cruellement de marins expérimentés. La Révolution a provoqué l'émigration ou l'exécution de nombreux officiers de marine noble. Les équipages sont mal entraînés. Les chantiers navals manquent de matériaux pour entretenir les navires. La Royal Navy britannique maintient sa domination des mers tout au long des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Les batailles navales comme Aboukir en 1798 et Trafalgar en 1805 démontrent la supériorité britannique. La France ne parvient jamais à construire une marine capable de rivaliser avec la flotte britannique. Néanmoins, les navires capturés au Helder servent utilement la France pendant plusieurs années. Certains participent aux expéditions coloniales. D'autres escortent les convois de ravitaillement. Quelques-uns combattent dans les batailles navales contre les Britanniques. Leur valeur militaire justifie amplement l'audace de Winter et La Hure. La République batave, créée après la conquête française de la Hollande, conserve nominalement sa propre marine. Mais elle opère en étroite coordination avec la France. Les marins hollandais qui ont choisi de servir le nouveau régime combattent aux côtés des Français. D'autres ont fui en Angleterre avec Guillaume V et continuent de servir les Britanniques. Les météorologues et climatologues ont étudié l'hiver 1794-1795 pour comprendre les conditions exceptionnelles qui ont permis la capture de la flotte. Les données disponibles proviennent de diverses sources, journaux personnels, registres paroissiaux, documents gouvernementaux, observations scientifiques. Le froid intense commence en novembre 1794 et s'intensifie en décembre. Janvier 1795 bat tous les records. Les températures descendent jusqu'à moins 20 degrés Celsius dans certaines régions. Le gel persiste jour et nuit pendant des semaines. Les rivières gèlent jusqu'au fond. Les puits deviennent inutilisables car l'eau se transforme en glace solide. Ce froid extrême s'explique par une configuration atmosphérique particulière. Un anticyclone puissant stationne sur le nord de l'Europe pendant plusieurs semaines. Le ciel reste dégagé.
permettant un rayonnement nocturne intense qui refroidit encore plus les températures. Les vents du nord-est apportent de l'air arctique. Aucun système dépressionnaire atlantique ne vient adoucir le climat. La mer du Nord gèle le long des côtes. Les baies peu profondes comme le Zuiderzee se solidifient complètement. Même la Tamise gèle à Londres, permettant l'organisation d'une foire sur la glace. Cette Thames Frost Fair attire des milliers de Londoniens qui installent des boutiques, des tavernes et même des manèges sur le fleuve gelé. En France, le froid cause des ravages. Les oliviers gèlent en Provence. Les vignobles subissent des dégâts considérables. Le transport fluvial s'arrête complètement, aggravant les problèmes d'approvisionnement. Les pauvres meurent de froid dans les villes. Le bois de chauffage devient hors de prix. Mais ce même froid qui cause tant de souffrances permet aux armées françaises de remporter des victoires décisives. Les rivières gelées deviennent des ponts naturels pour l'infanterie et l'artillerie. Les zones marécageuses, normalement impraticables, se transforment en routes solides. Les Français exploitent ces conditions pour avancer rapidement. En Europe, la nouvelle de la capture suscite des réactions variées. Les monarchies européennes, déjà inquiètes des succès militaires français, voient cette victoire comme une nouvelle preuve de la menace révolutionnaire. Les journaux britanniques critiquent sévèrement l'amiral Van Kinsbergen pour avoir rendu sa flotte sans combattre, même si la plupart des observateurs militaires reconnaissent qu'il n'avait guère d'autre choix. Les républicains et révolutionnaires dans toute l'Europe célèbrent l'événement. À Paris, des pièces de théâtre sont rapidement écrites pour représenter la capture. Les peintres reçoivent des commandes pour immortaliser la scène. Les poètes composent des odes à la gloire des hussards. La propagande révolutionnaire transforme l'événement en symbole de l'invincibilité des armées françaises. Aux États-Unis, la nouvelle arrive avec plusieurs semaines de retard, mais suscite un vif intérêt. Les Américains, qui ont récemment gagné leur propre indépendance, suivent avec attention les événements européens. Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, tous deux francophiles, commentent favorablement la victoire française. Les journaux américains publient des récits détaillés de l'opération. En Russie, le tsar Paul Ier observe ces développements avec inquiétude. La Russie n'est pas encore directement impliquée dans la guerre contre la France, mais elle surveille l'expansion française avec méfiance. La capture de la flotte hollandaise démontre que les Français sont capables d'exploiter n'importe quelle situation à leur avantage. Cette capacité d'adaptation inquiète les stratèges russes. L'Autriche et la Prusse, déjà engagées dans la guerre contre la France, réalisent que leur coalition s'effrite. La défection de la Hollande est un coup dur. Si d'autres alliés suivent, la France deviendra impossible à vaincre. Vienne et Berlin envisagent des négociations de paix, bien que les combats continuent encore pendant plusieurs années. La conquête française de la Hollande et la capture de la flotte marquent la fin définitive de la République des Provinces-Unies. Cette nation avait dominé le commerce maritime au XVIIe siècle. Amsterdam était alors le centre financier du monde. Les marchands hollandais contrôlaient les routes commerciales vers l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Mais au XVIIIe siècle, la République hollandaise décline. L'Angleterre la surpasse comme puissance maritime et commerciale. Les guerres contre la France épuisent les finances. Les conflits internes entre républicains et orangistes paralysent le gouvernement. Quand les armées françaises arrivent en janvier 1795, la République est déjà moribonde. La République batave qui la remplace est un État satellite de la France. Elle adopte une constitution inspirée du modèle français. Elle participe aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes aux côtés de la France. En 1806, Napoléon transforme la République batave en royaume de Hollande et place son frère Louis sur le trône. En 1810, il annexe purement et simplement la Hollande à l'Empire français. Cette absorption dans l'orbite française transforme profondément la société hollandaise. Les privilèges aristocratiques sont abolis, les institutions féodales disparaissent. Un système juridique moderne est instauré, mais la population hollandaise supporte mal l'occupation française. Le blocus continental ruine le commerce. Les réquisitions militaires pèsent lourdement sur l'économie. Quand Napoléon est vaincu en 1814, les Hollandais accueillent avec soulagement le retour de la maison d'Orange. Guillaume d'Orange, fils du statuaire déchu, devient roi des Pays-Bas en 1815. Le Congrès de Vienne réunit les anciennes provinces unies et les Pays-Bas autrichiens
en un seul royaume. Cette construction artificielle durera jusqu'en 1830, quand la Belgique fera sécession et deviendra un État indépendant. La capture de la flotte hollandaise reste gravée dans la mémoire collective néerlandaise et française. Aux Pays-Bas, elle symbolise l'humiliation subie pendant les guerres révolutionnaires. Les Hollandais, fiers de leur tradition maritime, ont du mal à accepter qu'une de leurs flottes ait été capturée par des cavaliers. L'événement est enseigné dans les écoles militaires néerlandaises comme exemple de ce qui peut arriver quand on se laisse surprendre par des circonstances inhabituelles. En France, l'événement est devenu un élément du folklore militaire. Les régiments de cavalerie le célèbrent comme preuve de l'audace et de l'ingéniosité de l'arme montée. Des chansons populaires racontent les exploits des hussards galopant sur la mer gelée. Pendant les guerres napoléoniennes, les officiers français citent souvent cette opération quand ils veulent encourager leurs hommes à tenter des manœuvres audacieuses. Les historiens militaires ont longtemps débattu pour savoir si cet événement mérite vraiment le statut légendaire qu'il a acquis. Certains soutiennent qu'il s'agit simplement d'un coup de chance, facilité par des conditions météorologiques exceptionnelles et l'incompétence des défenseurs. D'autres arguent que l'opération démontre une véritable innovation tactique et un leadership de qualité. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Les conditions météorologiques étaient effectivement exceptionnelles et imprévisibles. Mais l'exploitation intelligente de ces conditions par les commandants français transforme la chance en victoire. Beaucoup de généraux auraient simplement attendu le dégel sans voir l'opportunité qui s'offrait à eux. Dans l'art militaire, la capacité à reconnaître et saisir les opportunités inattendues est une qualité précieuse. De Winter et La Hure ont démontré cette qualité au Helder. Leur imagination tactique leur a permis de réaliser ce qui semblait impossible. C'est cette combinaison de chance et de compétence qui fait de la capture de la flotte un événement digne de mémoire. Plusieurs témoignages directs de l'événement ont survécu. Les archives militaires françaises contiennent les rapports officiels de Winter et La Hure. Ces documents, rédigés quelques jours après l'opération, fournissent les détails factuels de base. Ils mentionnent les effectifs engagés, la chronologie des événements, les conditions météorologiques, les pertes, aucune du côté français. Les mémoires de certains participants offrent des perspectives plus personnelles. Un hussard anonyme a écrit des années plus tard « Nous ne pouvions croire ce que nous voyions. La mer s'étendait devant nous comme une plaine blanche et au milieu se dressaient ces énormes navires, figés comme des statues. Quand l'ordre de charger a été donné, nous avons avancé prudemment au début, craignant que la glace ne cède. Mais elle tenait bon, et bientôt nous galopions vers les navires comme si nous attaquions une forteresse terrestre. » Du côté hollandais, plusieurs marins ont raconté leur expérience. Un marin du vaisseau amiral a écrit « Le froid était insupportable. Nous passions nos journées à essayer de nous réchauffer, brûlant tout ce que nous pouvions trouver sur le navire. Quand nous avons vu les cavaliers arriver, nous avons d'abord pensé que nous avions des hallucinations. Comment des chevaux pouvaient-ils galoper sur la mer? Mais ils étaient bien réels et en quelques minutes, ils étaient à bord. Nous n'avions aucune chance de nous défendre. » L'amiral Van Kinsbergen a justifié sa décision de rendre la flotte dans un rapport détaillé adressé au gouvernement britannique. Il explique que ces navires ne pouvaient pas utiliser leur artillerie, que ces équipages étaient démoralisés par des semaines d'immobilisation dans le froid, que des renforts français pouvaient arriver rapidement. Il conclut qu'une résistance aurait été inutile et aurait causé des pertes sans modifier l'issue de la situation. Ces témoignages concordent sur les faits essentiels, même si certains détails varient. Tous confirment que l'opération s'est déroulée rapidement, avec une résistance minimale et sans perte significative de part et d'autre. La légende a embelli certains aspects, mais le cœur de l'histoire reste authentique. Le 23 janvier 1795 reste une date unique dans l'histoire militaire mondiale. Ce jour-là, des hussards français ont galopé sur la mer gelée et capturé une flotte de 14 navires de guerre. Cet exploit n'avait jamais été réalisé auparavant et ne l'a jamais été depuis. Il résulte d'une combinaison extraordinaire de circonstances météorologiques, d'opportunités tactiques et d'audace militaire. L'événement illustre plusieurs principes militaires intemporels, l'importance du renseignement opportun, la nécessité d'agir rapidement quand une occasion se présente, la valeur de l'imagination tactique et de la volonté de défier les conventions,
le choix judicieux des commandants pour des missions spécifiques, la capacité à exploiter les faiblesses de l'ennemi. Mais au-delà de ces leçons tactiques, la capture de la flotte hollandaise nous rappelle que l'histoire est pleine de surprises. Les événements les plus remarquables surviennent souvent quand des conditions exceptionnelles se combinent de manière imprévue. Un général imaginatif peut transformer ce que d'autres verraient comme un obstacle en une opportunité. Pour les soldats qui y ont participé, cette opération a dû être une expérience surréaliste. Galoper sur la mer, escalader des navires de guerre figés dans la glace, accepter la reddition d'une flotte sans tirer un coup de feu, tout cela dépasse l'expérience militaire ordinaire. Ils ont vécu un moment que leurs camarades auraient du mal à croire quand ils raconteraient leur histoire. L'hiver de 1795 finit par se terminer. La glace fond, libérant les rivières et les mers. Les navires capturés rejoignent les ports français où ils sont réparés et remis en service. La vie reprend son cours normal, mais le souvenir de ce jour extraordinaire où la cavalerie a capturé une flotte reste gravé dans l'histoire. Cette histoire nous enseigne que dans les moments les plus inattendus, quand les circonstances s'alignent de manière unique, l'impossible devient possible. Elle nous rappelle que l'audace, l'imagination et la rapidité d'action peuvent accomplir ce que la force brute seule ne pourrait jamais réaliser. Et elle prouve qu'une poignée d'hommes déterminés, au bon endroit, au bon moment, peut changer le cours des événements d'une manière que personne n'aurait pu prévoir.